Bonsoir, dans l'actualité ce soir, remise officielle de matériel et équipement pour appuyer l'autonomisation des femmes. C'est un geste de l'UNFPA destiné aux 8 centres d'autonomisation et de promotion des femmes en Guinée. Groupe global du geste 250 millions de dollars. Dans la rubrique en sous-centre, ce soir, nous vous proposons une immersion dans la contribution des dockers pour l'indépendance, une contribution historique qui a marqué à jamais le président Ahmed Sékou Touré. Enfin, Cannes 2019, Guinée-Rwanda, c'est l'affiche de la troisième journée des éliminatoires. Dans la conférence de presse d'avant-match, les entraîneurs et capitaines des deux équipes étaient face aux médias pour expliquer les contours de cette rencontre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État est arrivé à Erevan, la capitale arménienne. Professeur Alpha Condé est venu prendre part au 17e sommet de la plus grande organisation francophone, un sommet qui va désigner la nouvelle patronne de cette institution. Images et commentaires. Les représentants des 84 États membres de la francophonie sont réunis ici à Yerevan ce jeudi 11 octobre 2018. L'Arménie accueille pendant 2 jours le 17e sommet de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Toutes les délégations ont été accueillies tour à tour par la secrétaire générale de l'OIF dans une joie immense. Le tout dans le but de discuter des grands enjeux de cette grande organisation internationale en vue de son plein développement. À l'entame des travaux de cette première journée, un hommage mérité a été rendu à cet homme, ce grand auteur, compositeur, interprète, acteur et écrivain franco-arménien Charles Aznavour, décédé à Mouriès, en France, le 2 octobre 2018. Un homme qui a toujours aidé les gens en soutenant des causes humanitaires. Plusieurs sujets ont été à cet effet évoqués par ces personnalités, notamment la démocratie, la sécurité et les droits de l'homme. Nicole Passignan, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Mahamadou Issoufou et Michael Jean sont entre autres personnalités qui se sont relayées ici du haut de cette tribune pour longuement parler des missions fondamentales de la francophonie à travers le monde. Une mission qui consiste surtout à promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, à appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi et surtout à développer la coopération au service du développement durable. Tous ces chefs d'État et gouvernement ont réitéré leur volonté d'agir toujours dans le sens de la poursuite des objectifs et missions de l'OIF. L'autre grand enjeu de ces assises de Yerevan, c'est aussi l'élection d'un nouveau secrétaire général de l'OIF. Une dernière étape auquel le président de la République, professeur Alpha Condé, prendra également part avant son départ pour Conakry. Le chef de gouvernement a procédé ce jeudi à la remise officielle de matériel et équipement pour appuyer l'autonomisation des femmes. C'est un geste de l'UNFPA destiné aux 8 centres d'autonomisation et de promotion des femmes en Guinée. Coût global du geste 250 millions de dollars. Hadi Kamara. C'est un lot d'une valeur de 250 000 dollars américains, soit plus de 2 milliards de francs guinéens. Il est essentiellement composé de matériel et d'équipements destinés aux 8 centres d'autonomisation et de promotion des femmes de notre pays. Le représentant de l'UNFPA, votre institution, depuis déjà plusieurs décennies, s'emploie inlassablement auprès du gouvernement à réhabiliter et à promouvoir le statut de la femme guinéenne pour le faire jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le processus de développement de notre pays. Cela dit, je voudrais encore une fois, au nom de mon département et à mon nom propre, vous adresser particulièrement mes sincères remerciements. Vecteur essentiel dans la promotion sociale, économique et culturelle d'un pays, cette couche est au centre des préoccupations de nos partenaires comme l'UNFPA et le Royaume de Belgique en Guinée. En Guinée, la Belgique soutient spécifiquement l'équipement des centres d'autonomisation
grâce à des fonds mis à la disposition du FINIAP à travers le projet intitulé « Contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes des régions de Kindia, Mamou et Conakry » d'un montant de 3,4 millions d'euros pour la période 2016-2019. Madame la ministre de l'Action sociale, votre département, en décidant d'éduquer, de former et d'encadrer les jeunes filles à travers les centres d'autonomisation et de promotion des femmes, leur offre une opportunité de se prendre en charge et en même temps contribue aux deux éléments du processus du dividende démographique, à savoir l'éducation de qualité et la prévention des mariages et grossesses précoces. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a exhorté les partenaires et le département de l'action sociale à poursuivre l'élan afin de contribuer davantage à l'autonomisation des femmes en Guinée. Pour atteindre le noble objectif d'autonomisation de la femme de Guinée, les efforts doivent être concentrés sur la formation, l'alphabétisation, la lutte contre les violences et toute forme de violence faite aux femmes et une meilleure prise en charge de la santé et de la reproduction. J'ai saisi l'opportunité, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, et au nom du gouvernement de la République, pour lancer un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Guinée pour la poursuite des efforts entrepris dans le but de soutenir la stratégie d'autonomisation économique rapide des femmes de Guinée. Déjà, le département de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, à travers la direction générale des CAF, a mis tout en branle pour assurer la formation des filles et femmes en technique de saponification, de couture, de teinture et d'art culinaire. L'électricité du complexe Kaleta-Soapiti, une opportunité pour le secteur minier. Les opérateurs du secteur étaient sur le terrain pour s'assurer de la véracité de cette affirmation en vue de sceller un éventuel partenariat avec le gouvernement guinéen. Le point avec Nabi Kamara. Cette visite de chantier vient à la suite d'une rencontre entre le département de l'énergie et les opérateurs miniers. C'était à l'occasion de la présentation des projets Kaleta-Soapiti pour leur faire comprendre que l'État est en train de travailler pour accélérer le développement de la Guinée. Et dans ce travail, l'énergie occupe une place prépondérante, d'où le complexe énergétique Kaleta-Soapiti qui doit produire près de 700 MW d'ici fin 2020. Je pense qu'il est essentiel que quand il y a des travaux de ce genre, quand il y a des projets de ce genre, que les miniers soient associés au moment requis. Cela leur permettra d'opérer eux-mêmes une transition en douceur vers le renouvelable, vers le moins cher, vers le stable. Parce qu'il faut absolument, c'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de notre économie qui se soustrait de la tyrannie d'un seul combustible qui est soumis aux fluctuations de marché chers et polluants en plus. C'est pour rassurer les miniers, les opérateurs, ceux qui prennent leur argent depuis loin pour venir développer la Guinée, que nous aussi, nous ne sommes pas assis. Nous sommes en train de travailler afin de créer les conditions meilleures pour un bon développement, un développement harmonieux de notre pays. Ici à Soapiti, les travaux d'excavation sont presque finis, ainsi que le béton de l'usine. Celui de la digue est prêt à 50%. Les équipements hydromécaniques sont disponibles. Certains sont d'ailleurs en train d'être moulés et d'autres assemblés. Un véritable travail de titan qui s'est fait selon le planning. Et les visiteurs ne manquent pas d'éloges à l'endroit du président de la République et de tous ceux qui œuvrent pour offrir cette opportunité énergétique aux miniers. Ces projets de barrages sont des opportunités évidentes pour l'industrie minière de la région nord-ouest de la Guinée, où se retrouvent plusieurs sociétés minières en exportation et en projet. C'est aussi une opportunité de pouvoir alimenter la population en énergie. Et c'est exceptionnel le timing de construction d'un barrage BCR de cette envergure. Dans le jargon des techniciens,
c'est rare de trouver à moins de 2 ans, à moins de 2-3 ans, qu'on est arrivé à ce niveau de construction. Les hôtes du complexe énergétique Caleta-Soapiti ont été rassurés que le gouvernement construira des lignes de transport de 225 kV qui feront partie du réseau interconnecté guinéen pour faciliter la desserte en énergie électrique des zones minières. Direction Bali où se tient actuellement les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Au compte de la 3e journée, la délégation guinéenne était face à l'administrateur du Fonds monétaire international. La situation macroéconomique et la diversification de l'économie ont été abordées au cours de cette rencontre. Mamadi Gassama, Mohamed De Camara. Les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sont des rendez-vous économiques qui offrent des opportunités aux pays de renforcer leur partenariat économique avec les bailleurs de fonds, mais également d'exposer des problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour une croissance soutenue appuyée par la mobilisation accrue des ressources internes, les ministres des Finances des pays francophones à faible revenu harmonisent leurs idées en vue de solliciter auprès des bailleurs de renoncer aux exonérations sur des aides qu'ils apportent à ces pays. On a constaté que les sociétés qui viennent dans nos pays pour des opérations d'investissement demandent souvent des exonérations. Et cela nous prive du moins de revenus substantiels. L'évaluation a montré que ça peut se chiffrer jusqu'à 2-3% des PIB de nos pays. Donc on demande aux multinationales d'éviter de nous demander trop d'exonération. Cela va apporter beaucoup à nos économies parce que en diminuant les exonérations, cela renforce nos capacités de mobilisation des ressources internes. Après cette rencontre, la délégation guinéenne a eu un entretien avec l'administration du FMI pour la Guinée. Ici, il a été question de faire le point sur la situation macroéconomique. À cela s'ajoute la question de la diversification de l'économie, notamment dans le domaine de l'agriculture et du renforcement du partenariat public-privé. La Guinée bénéficie d'un programme qui est appuyé par le Fonds monétaire et c'est un programme qui se porte très bien. Donc vraiment, c'est à tout l'honneur des autorités guinéennes d'avoir été les architectes de ce programme et de l'avoir mis en œuvre de manière très satisfaisante. Et je pense que la coopération continue d'être très excellente et les autorités continuent de mener les politiques économiques saines, mais aussi des réformes extrêmement fortes qui bénéficient au pays et surtout qui les aident à aller dans le sens des objectifs que le gouvernement s'est fixés en collaboration avec le Fonds monétaire international. La Guinée ballottait autour de 9%. Cette performance a été soutenue en grande partie par la production minière. Aujourd'hui, l'ambition des autorités est d'inverser la tendance en investissant beaucoup plus dans les secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, l'énergie, la pêche et l'élevage. C'est une bonne nouvelle pour les industriels et opérateurs d'entreprises guinéens. La CEDEAO offre certaines opportunités à travers son schéma de libéralisation des échanges commerciaux. Pour y accéder, il suffit juste de souscrire à cet outil sans paiement des droits de douane et de taxes. Explication Bausman. Schéma de libéralisation des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Un outil qui consacre la mise en place d'une zone de libre-échange. Une initiative du département de la coopération et de l'intégration africaine. C'est pour assurer la libre circulation des marchandises dans toute la sous-région ouest-africaine sans le paiement des droits de douane et des taxes. Les autorités en charge du secteur expliquent aux industriels et opérateurs d'entreprises les procédures pour accéder aux documents. D'habitude, on faisait l'atelier, mais on faisait aux frontières. Cette fois-ci, on a dit non, il ne faut pas le faire seulement aux frontières. Il faut réunir les entreprises agréées et les entreprises non agréées. Parce que les entreprises non agréées, elles ne sont pas au courant. Elles ne savent pas l'existence du SLEC. Donc si nous, on ne vient pas vers elles
pour leur expliquer ce que c'est que le schéma, leur dire que vraiment il y a cet avantage-là qui est à leur disposition. Ne peuvent pas savoir. Ce schéma de libéralisation concerne les produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, des mines, les objets artisanaux et marchandises industrielles. C'est un instrument très important de la CEDEAO qui nous permet d'exporter nos produits dans la zone CEDEAO à 0%. Je veux faire rater à 0% de droits de douane. Et nous sommes dans un environnement concurrentiel et tous les instruments qu'on peut utiliser pour être compétitifs sur le marché régional, nous avons vraiment l'obligation d'utiliser cela. Topaz a bénéficié de ce schéma et on en tire jusqu'aujourd'hui un grand profit. Ce schéma a été mis en place depuis 1979 et ne couvrait que les produits agricoles et les objets de l'artisanat faits à la main. C'est en 1990 qu'il a été élargi aux produits industriels. Selon les techniciens, en Guinée, seulement 56 produits industriels et 22 entreprises sont agréés. Un taux qu'ils jugent trop faible comparé à ceux des autres pays de l'espace CEDEAO. Impliquer les jeunes dans la prévention et la gestion des conflits, la société civile et le ministère de la Jeunesse entendent expérimenter cette approche. Première cible de cette phase, les communes de Matoto et de Ratouma. Explication Bernard Tonguino. La prévention et la gestion des conflits, un combat de l'État et des acteurs de la société civile. Pour réussir le combat, les jeunes et les élus locaux sont impliqués. À la commune de Ratouma, des notions de citoyenneté et d'état de droit sont dispensées. Nous nous engageons à accompagner cette initiative. C'est ce qui a fait que nous sommes avec le Sénafor, le PNUD, qui est tout le temps avec nous. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, c'est pour la prévention de la sécurité. Et c'est si les jeunes sont impliqués, ça donne vraiment un bon pas à la société. Pour le département de la jeunesse, à travers les associations de jeunes, à travers nos maisons des jeunes et de la culture, qui sont des espaces qui rentrent dans le cadre de la formation des jeunes, de l'information des jeunes, pour qu'ils soient des acteurs de la paix. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de paix sans les jeunes. C'est eux qui doivent être les acteurs de la paix et de la sécurité dans notre société. Ce programme de renforcement de la participation citoyenne est piloté par le ministère de la Jeunesse et le Sénafod, grâce à l'appui technique de plusieurs institutions onusiennes, notamment le PNUD et le Fonds de consolidation de la paix. Le projet vise à la réinsertion sociale de 500 jeunes dans les communes de Ratouma, Matoto et de Zérékouré. On a essayé de cibler 4 quartiers dans ces différentes communes. L'étude nous a poussé à identifier des zones où l'insécurité prévalait. Donc ce diagnostic nous a permis justement à informer, à trouver des éléments nous aidant à trouver des pistes de solutions que l'on a exécutées à travers ce projet. Urbain, la citoyenneté, l'état de droit vont être développés à l'intention de ces jeunes et responsables des collectivités. Espace santé, des équipements sanitaires de dernière génération sont désormais disponibles dans certaines structures hospitalières du pays. Cependant, leur utilisation correcte nécessite une formation du personnel et la Direction nationale des établissements hospitaliers compte relever ce défi. Le point avec Adia Toubari. Respirateurs, défibrillateurs cardiaques, seringues électriques, aspirateurs et autres appareils d'anesthésie, un équipement moderne dont l'utilisation correcte constitue jusque-là un défi majeur, ce qui est loin de faciliter la prise en charge des cas d'urgence dans les différents centres hospitaliers bénéficiaires de ces outils. Ensemble, anesthésistes, praticiens et ingénieurs harmonisent leurs différentes approches de travail. Il y a beaucoup de pannes d'appareils qui ne sont pas dus aux problèmes énergétiques. Nous en savons quelque chose. Il y a des pannes d'appareils qui résultent de la mauvaise manipulation. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont été appelés ici, sur place, pour qu'ils sachent manipuler ces appareils que vous avez dans la salle comme ça. L'anesthésie et la réanimation nécessitent une parfaite maîtrise de l'appareillage.
Du coup, ces acteurs sanitaires lient la théorie à la pratique. Pour la durée de vie de ces appareils médicaux, la maintenance préventive est surtout mise en avant. Une stratégie pour atténuer les risques liés aux pannes techniques. Si l'appareil est entretenu régulièrement, les pannes qui vont survenir sont des pannes qui viendront des années après leur utilisation. Et pour qu'ils sachent comment les entretenir également pour éviter les pannes ultérieures. Nous ne voulons pas que ces appareils aillent moisir dans un coin de l'hôpital, mais qu'ils soient utilisés pour sauver des vies. Grâce à ce programme, ces agents de santé bénéficiaires se sentent mieux outillés à l'utilisation correcte du matériel dont l'installation devrait suivre. Et c'est tant mieux pour le secteur sanitaire qui mise sur la qualification du personnel et l'utilisation judicieuse des équipements sanitaires. Dans l'actualité également, célébration de la Journée internationale de la jeune fille, thème choisi cette année, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles, une journée qui a permis de faire des plaidoyers en faveur de la protection des droits de la jeune fille. C'est la première dame qui a présidé la cérémonie. Explication, Maurice Sidibé. Selon les estimations de l'UNICEF, plus de 150 millions de filles sont susceptibles d'être mariées d'ici 2030. La Guinée est le deuxième pays en Afrique qui pratique de plus l'excision. Elle occupe le 4e rang en matière de mariage d'enfants. La 7e célébration de la Journée internationale de la jeune fille est mise à profit pour demander plus d'actions en faveur de la protection des droits des filles en Guinée. Par ma voix, les filles de la Guinée réclament l'engagement des décideurs guinéens, dont vous faites partie, pour mettre fin aux violences basées sur le genre, notamment le viol, le mariage précoce, et j'en passe, qui nous traumatisent, nous usent, nous sortent des écoles et brisent nos opportunités de contribuer pleinement à l'essor de notre beau pays. Nous voulons que les filles et les jeunes de Guinée puissent étudier, prendre des positions de leadership, décider et s'épanouir pour pouvoir jouer pleinement notre rôle et être enfin la force de la Guinée d'aujourd'hui, mais surtout la Guinée de demain. À partir de ce constat peu reluisant, il importe que l'année 2018 soit une année d'initiative pour renforcer à l'échelle nationale et internationale des actions tendant à aider les filles à réaliser pleinement leur potentiel grâce à une éducation et une politique de protection adéquate. Comme vous le constatez, je vous fais l'économie des violences faites aux jeunes filles dans le monde, mais surtout en République de Guinée. La réduction des espaces d'expression, l'abandon scolaire, le viol, l'exploitation des enfants et les violences physiques sont autant de fléaux qui freinent l'épanouissement des jeunes filles. Cette journée est célébrée au moment où la première dame de la République, à travers sa fondation, prend à bras le corps les questions d'émancipation des enfants. Pour ma part, je voudrais réitérer sous les conseils du ministre de l'Action sociale mon engagement point levé à poursuivre les efforts de mobilisation des ressources en faveur des enfants, des filles et des femmes de Guinée. C'est pourquoi, à travers la Fondation Prosmi que je préside, je m'associe à toutes les initiatives basées sur la promotion de la femme, particulièrement de la jeune fille. Ainsi, la Fondation Prosmi est engagée dans les cantines scolaires, dont l'objectif principal est le maintien des milliers d'enfants, dont les jeunes filles, à l'école. Nous prenons également part au plaidoyer pour la lutte contre le mariage précoce des filles. Ce phénomène de mariage précoce, généralement forcé, résiste surtout dans les zones rurales, malgré les efforts des autorités et des associations de défense des droits des femmes. Je voudrais, pour terminer, donc, encourager l'ensemble des acteurs sociaux et les partenaires techniques et financiers à accompagner les efforts du gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de ses engagements en faveur des jeunes filles. Je remercie aussi le président de la République de Guinée, mon époux,
qui a bien voulu placer les femmes et les enfants au cœur de son mandat. Pour rendre les filles autonomes, l'UNFPA apporte son soutien en matériel et en équipement d'une valeur de plus de 2 milliards de francs guinéens. La cérémonie a été marquée par la remise des cadeaux aux filles non-voyantes. Des fournitures scolaires ont été offertes aux filles atteintes d'albinisme. En région, un important lot de gilets pour assurer la traversée des cours d'eau en Guinée. C'est un programme présidentiel pour réduire les risques de noyade dans cette région. Ce programme est piloté par la marine marchande, la préfecture maritime et l'agence nationale de la navigation. Diamokaba, Habib Thiam. Obliger les utilisateurs des espaces fluviaux à porter des gilets de sauvetage, c'est un acte citoyen qui vise à sauver des vies. Après la Basse-Guinée, cet engagement du président de la République touche la Haute-Guinée. À Kouroussa, une journée de distribution gratuite des gilets de sauvetage aux communautés des pêcheurs est organisée. Une zone où chaque année, les utilisateurs des différents cours d'eau du Hamana enregistrent des pertes en vies humaines, dont le dernier cas remonte au mois d'août dans les sous-préfectures de Kinyero et de Diaraguela. La dernière fois, on a subi à des trucs ici qui nous ont coûté très cher. À Diaraguela, à 12 km de Kouroussa, il y a eu un naufrage là-bas, on a perdu 3 vies humaines. À Sangrala, la même chose, on a perdu 3 hommes. À Djilan, dans la sous-préfecture de Kinyero, on a perdu 4 personnes, une femme et ses 3 enfants. Et vraiment, on était indignés, mais cette fois-ci, avec la présence de ce gilet-là, je crois qu'on serait épargné de cette situation comme ça. Ici, comme à Diomabana, à 12 km de Sigiri, la pêche est l'activité principale de la population. Conscients des nombreux accidents qui surviennent dans ces débarcadères, ces pêcheurs occasionnels se disent engagés à prendre la sécurité plus au sérieux. À Sigiri, les usagers sont confrontés au même danger, surtout en période de mauvais temps. Nous sommes très contents de ces gilets offerts par le président de la République. À partir d'aujourd'hui, on s'engage à respecter toutes les consignes données par les missionnaires et la surveillance sera assurée par tous les chefs des débarcadeurs de Sigiri. De Sigiri, direction Kankan. Ici, la rencontre mobilise les pêcheurs de Mandiana et de Kérouané. Le même lot est partagé pour conforter le slogan du président de la République, zéro accident dans les cours d'eau du pays. Tous les professionnels de la pêche à Kankan sont obligés de porter les gilets de sauvetage. Ce n'est pas un luxe, c'est pour sauver des vies. Et je crois que le suivi sera garanti par la direction préfectorale de la pêche et par aussi les syndicats, les somonos qui sont organisés en association. On va mettre avec eux et son utilisation. Parce que ce n'est pas la propriété de quelqu'un, c'est la propriété des citoyens et utilisateurs pêcheurs de Kankan. Cette opération massive de sensibilisation touche tous les débarcadères de la région administrative de Kankan. Des gilets pour sauver des vies, un réflexe toujours oublié par une grande majorité des navigateurs amateurs et les paysans qui pratiquent ces espaces fluviaux. C'est une première au département de l'environnement. Désormais, toutes les activités réalisées par le ministère seront publiées dans une revue qui pourrait paraître tous les 3 mois. Ainsi, le département renforce sa communication et tente de mieux informer les acteurs évoluant dans le secteur. Mamadou Alpha Baldé. Considéré comme l'un des plus grands défis des temps modernes, la protection de l'environnement implique l'ensemble des couches de la société. Un combat qui se mène aussi à travers la sensibilisation à grande échelle et la promotion de l'éco-citoyenneté par exemple. Pour renforcer la visibilité de ces activités, le département de l'environnement lance sa toute première revue.
La première publication, on s'est focalisé tout d'abord sur la présentation du ministère dans la globalité, c'est-à-dire faire ressortir les directions et leur fonctionnement, la structure du ministère de l'Environnement, l'ossature. Et à l'intérieur, nous avons aussi prévu les activités des partenaires qui accompagnent le ministère de l'Environnement. Et il y a aussi l'information sur les engagements que la Guinée a eu à prendre lors des travaux de la COP21. Ça, c'était en France. Les engagements d'ailleurs qui amènent le pays à lutter contre le... Cette revue se veut trimestrielle et pérenne. Pour cette phase pilote, c'est le PNUD qui accompagne le projet. Le document est de bonne qualité, il reflète les différents chantiers sur lesquels le ministère travaille. Le contenu va évoluer au fur et à mesure des prochaines éditions. Évidemment, Monsieur le ministre aura sa vision et sa marque sur les informations qui sont prioritaires et qui doivent être communiquées au public. Gros mal que notre gouvernement a connu depuis 2011 et qui a été tout le temps dénoncé par le chef de l'État. On travaille, il travaille, personne ne sait ce qu'on fait. Alors c'est un danger dans un pays. Alors si nous nous sortons, on tente de sortir de ça pour que les autres aussi s'expliquent et qu'ils donnent la preuve qu'ils veulent faire connaître ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est aujourd'hui donc la présentation de ce premier numéro-là. Et nous avons apporté des plaidoyers auprès de la même institution pour qu'au moins la publication soit trimestrielle et non semestrielle. La production régulière du journal du ministère de l'Environnement permettra de renforcer la communication du département et améliorer la portée des efforts engagés dans la lutte contre la dégradation des milieux naturels. Dans la rubrique En ce centre, ce soir, nous vous proposons une immersion dans la contribution des dockers pour l'indépendance, une contribution historique qui a marqué à jamais le président Ahmed Sékou Touré lors d'un séjour parisien. Il avait rendu un vibrant hommage aux hommes de l'ombre de l'accession à l'indépendance, une souveraineté dont les premières heures sont marquées par des réformes profondes au port de Conakry, une plateforme créée par les colons il y a de cela 123 ans. C'est le reportage à grand format de cette édition. Il est signé Fodé Camara. L'histoire du port autonome de Conakry est intimement liée à la colonisation. Dès 1895, le gouverneur de la Guinée française, Noël Ballet, avait mesuré déjà la portée stratégique de l'implantation d'un port à Conakry. De 1929 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, le port avait un trafic de 180 000 tonnes de marchandises par an, constitué en grande partie des produits tropicaux et d'autres matières premières. Une domination coloniale combattue dès les premières heures par les dockers. Il y a plus de 40 ans, à Paris, quand le président Ahmed Sékou Touré parle de lui-même à la troisième personne, il rend un hommage vibrant à ces héros anonymes. Beaucoup se posent la question, quel est cet homme? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans, qui n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Un arrêté interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où pour la première fois son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Mais cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Il assumait les fonctions de secrétaire général de l'Union territoriale des syndicats. Et celle plus importante,
de premier responsable de la Confédération panafricaine des syndicats. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les dockers de Conakry ont appris l'incapacité du candidat à se faire inscrire, faute d'argent, avaient donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. L'actuel directeur adjoint de la capitainerie du port autonome de Conakry est l'un des témoins de ce discours de reconnaissance à l'endroit de l'engagement des dockers pour l'indépendance et l'émergence économique de la Guinée. À l'époque, ce vieil acteur portuaire était jeune stagiaire à Paris. On était tous dans la salle ce jour. Moi, j'étais étudiant, j'étais venu en stage et on a assisté. C'était fabuleux, c'était formidable, c'était excellent. Il fallait être guinéen ce jour dans cette salle pour écouter ton chef de l'État qui défendait les causes justes. Ce qu'on peut retenir, c'est que les dockers sont d'une participation effective et formidable dans le développement du port. Il faut le reconnaître et il faut le retenir. À l'indépendance, en 1958, les dirigeants de la Nouvelle République ont initié des réformes à la dimension des impératifs de souveraineté et de modernité. Les sociétés navales sont créées à l'image des services de transport routier et de transit. De 1983 à 1992, 100 millions de dollars sont investis dans 2 projets portuaires. Des projets qui ont permis notamment l'achat des unités flottantes et la réalisation de l'appointement pétrolier. Plus de 20 ans après, en 2011, le port autonome a connu des investissements d'envergure grâce au partenariat public-privé scellé avec le groupe Bolloré. Le terminal à conteneurs a une profondeur de au moins 13 mètres et le quai dédié au ro-ro de moins 10 mètres 50. Mais avec le dragage, nous irons au-delà. Sachez bien que le port de Conakry fait face à la compétitivité sous-régionale. Pendant la période coloniale, 3 postes à quai fondés à 8 mètres et 9 mètres seront construits. Le WAF primaire agrandi, l'électricité installée et les rails fixés le long des quais. À titre illustratif, c'est en 1953 que l'actuel terminal conventionnel et ses entrepôts sont réalisés. Des infrastructures qui ne répondent plus aux normes de stockage et de manutention. Ce quai a été construit il y a très longtemps. Il a été construit pour recevoir les navires de faible tonnage, qu'on appelle les feeders, les navires de petite taille. Donc, il est temps que le quai conventionnel ou le port conventionnel connaissent une certaine amélioration, une certaine réhabilitation en termes de profondeur, en termes d'agrandissement, en termes de matériel d'équipement de manutention. Le port autonome de Conakry est situé sur les grandes routes maritimes internationales, un atout de la nature à valoriser pour tenir la concurrence sous-régionale dans le domaine de l'accueil des navires, du traitement des marchandises et du renforcement de capacités. Quand on dit un port, c'est le quai. Quand on dit un port, c'est l'équipement. Quand on dit un port, c'est la formation des travailleurs. On ne répond pas à toutes ces normes. Les normes conventionnelles actuelles du monde, nous ne répondons pas à ça. Si nous voyons que le chef de l'État, le premier magistrat du pays, trouve une solution à ça, nous ne pouvons que saluer. Saluer et le saluer une fois de plus. Parce qu'il faut, parce que c'est nécessaire, parce que c'est indispensable. S'ils ne le font pas maintenant, le moment venu, on va le faire doublement. Parce qu'il y a toujours une réactualisation du prix des matières premières. En 1955, le port autonome de Conakry a enregistré un trafic annuel d'1 500 000 tonnes de marchandises. En 2017, le trafic annuel avoisine les 9 millions de tonnes. Comparé à Dakar ou à Abidjan, ce volume est loin d'être concurrentiel. Un challenge que les autorités comptent relever par le partenariat signé avec le groupe turc Al Bayrak. Autre enjeu, conquérir le trafic du Mali
pour augmenter substantiellement les redevances du port autonome de Conakry. Dans l'actualité encore, signature de convention de partenariat entre l'entreprise Vision Intérim et la banque panafricaine Ecobank. Le but est de faire connaître le produit phare d'Ecobank dénommé Ecobank Mobile, un produit digital pour réaliser toutes les opérations bancaires à partir du téléphone via Celcom. Mikini Moussa Kamara, Guinée Sani. Le partenariat entre l'entreprise Vision Intérim et Ecobank permettra de faire connaître le produit de cette banque panafricaine dénommée Ecobank Mobile et aux non-clients. Les non-clients peuvent ouvrir un compte express à partir de leur téléphone sans venir à la banque. Avec cette révolution numérique, Ecobank réalise toutes les opérations bancaires à partir des téléphones. On a signé un partenariat avec Ecobank sur l'un de leurs produits qu'ils ont mis sur le marché dénommé Ecobank Mobile. Voilà. Donc c'est de faire connaître ce produit sur le marché guinéen, c'est-à-dire fidéliser la clientèle envers Ecobank et assurer son bon fonctionnement, c'est-à-dire mieux expliquer aux clients comment utiliser aussi, prendre une connaissance maximum de ce produit. Tout ce que tu viens faire à la banque, maintenant tu fais partout où tu es. Tu as besoin tu as mangé, tu avais l'habitude de sortir du cash pour payer au restaurant, à la pharmacie, au supermarché. Maintenant, à partir de ton téléphone, tu peux faire ces paiements. Tu avais l'habitude, tu dois de l'argent à quelqu'un qui a son compte à Ecobank ou bien les autres banques ou bien en Afrique. À partir de ton téléphone, tu peux faire ta transaction, tu débites ton compte bancaire et tu payes la tierce personne qui a son compte à Ecobank dans n'importe quelle agence d'Ecobank ou bien vers les autres banques de la place, ou bien tu as besoin d'envoyer de l'argent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Rwanda et en Tanzanie. À partir de cette application ou bien à partir du code de saisie, tu peux faire cette transaction. Ecobank Mobile est disponible dans les boutiques d'applications Play Store et Apple Store, mais aussi en composant le code USSD étoile 326 DS du réseau Celcom. Plus de 500 agents sont formés pour augmenter le nombre d'enrôlements à l'application et de fidéliser la clientèle existante déjà. Nous sommes sur le terrain pour ouvrir le compte à des gens qui n'ont pas leur compte en personnel à l'Ecobank. Nous voulons expliquer à des gens comment ça se passe, notre produit dans le marché, parce que c'est très efficace, quoi. Lancé en Guinée depuis 2017, Ecobank Mobile a près de 200 000 utilisateurs qui sont en contact direct avec les 20 agences de pays. L'opération est aussi autorisée dans 33 pays africains où sont basés Ecobank. Enfin, sport foot CAN 2019, Guinée-Rwanda, c'est l'affiche de la 3e journée des éliminatoires. Dans la conférence de presse d'avant-match, les entraîneurs et capitaines des deux équipes étaient face aux médias côté guinéen. Paul Pitt et Ibrahima Traoré, respectivement coach et capitaine du Sili, comptent arracher les 3 points ce vendredi au stade du 28 septembre. Kadiatou Traoré, Adamamara. S'apprête à livrer son 3e match des éliminatoires de la CAN 2019. Arrivé au petit matin du mercredi du Maroc, où a eu lieu le regroupement, l'équipe guinéenne a effectué sa première séance d'entraînement devant un public un peu excessif. Je dirais aux supporters de continuer à nous supporter, que c'est avec leur aide qu'on pourra aller loin. Et rien d'autre. Avec le travail et tout, Inch'Allah, on va se qualifier pour la CAN. En conférence de presse d'avant-match, Mansani Vincent, le coach du Rwanda, se veut confiant. Tout en respectant l'adversaire, il promet un bon spectacle. On est là pour jouer. C'est un match qui ne nous donne pas cette pression. La pression est plutôt sur le côté guinéen parce qu'il y a tous les joueurs professionnels dans votre équipe. Mais on est là pour nos jeunes joueurs. Pour faire leur preuve et comme je vous l'avais déjà dit, ils sont confiants pour ce match. De l'autre côté, en plus du chef de département en charge des sports et celui du budget, venu apporter le soutien du gouvernement à l'équipe nationale, le patron de la FEGIFOOT a réitéré l'engagement de son association à aider le football guinéen. Nous, dans notre jeunesse, depuis le temps de Grand Sili et de la FIAD des années 70, je n'ai pas encore vu autant d'engouement que pour ce match. Et je crois que les joueurs et le staff technique se sont rendus compte d'ailleurs hier au stade
parce que c'est finalement qu'on a eu peur de leur sécurité. Mais toutes les dispositions sont prises pour que ce match se passe dans de très bonnes conditions. C'est pas tout le monde qui bénéficie de l'honneur de porter le tricolore. C'est pas tout le monde. Vous devez considérer ça comme un mérite. Vous devez considérer cela comme un challenge. Un challenge que vous devez gagner devant le peuple de Guinée qui vous place confiance. Quant à Paul Put et ses poulains, ils sont déterminés à arracher les 3 points ce vendredi pour se rassurer avant le déplacement sur Kigali le mardi prochain. Mais c'est toujours l'équipe qui marque et qui gagne, c'est toujours comme ça, mais je pense on a travaillé sur l'entraînement, mais c'est aussi beaucoup de la confiance dans la tête des joueurs. Alors on va voir, mais ce que moi j'ai remarqué, c'est la volonté encore, la technique elle est là, et le plus important c'est qu'on essaye de jouer pour la victoire. La rencontre Guinée-Rwanda est prévue demain vendredi à 16h30 au stade du 28 septembre. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Demain, les infos de 13h, 17h et 19h, c'est avec Oumou Touré. À 20h30, vous serez avec Alia Kamara. Grand merci à vous qui nous suivez à Soya et partout dans le monde. À bientôt, Inch'Allah.